On est avec Yvon Soucy, Philippe Veilleux et Édith Lévesque et on parle d'aviation. Attention, attention, dernier rappel pour le vol Hôtel Central. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'aviation. Et là, petit secret, c'est un sujet de prédilection. Ça a l'air, mais absolument extraordinaire. Mettons, à refaire, là, plus jeune, je pense que j'aurais essayé de voir si j'aurais pas pu avoir une carrière. Donc, on va voir si ça me tente encore autant après, parce qu'il y a peut-être des désavantages. J'aimerais savoir, pour commencer, comment ça a commencé chez vous, l'intérêt pour l'aviation? Ben, écoute, l'aviation, moi, c'est un rêve depuis que j'ai 3 ans. Là. Ouais. Écoute, c'est mon père qui était maniaque d'avion, qui avait commencé son cours de pilote, qui l'a pas fini, mais qui m'a vraiment piqué avec ça, qui avait... En Beauce, là, mon père était président du club aéronautique de Saint-Georges-de-Beauce, tout ça. Ça fait que on baignait toutes les fins de semaine, on partait en avion avec des amis à mon père. Ah ouais! Fait que moi, ça m'a rattrapé. Puis mon père, plus tard, il a formé les cadets de l'air, l'escadron de Saint-Georges-de-Beauce. Et puis, dans ces cadets-là, c'est une façon de faire son cours de pilotage. Quand tu es jeune, on a des bourses de pilotage, planeur à 16 ans, puis pilote privé à 17 ans. Fait que moi, je me suis qualifié là, après des cours, tout ça, pour faire mon cours de planeur et après ça, pilote privé à 17 ans, comme des centaines et des milliers de jeunes élèves pilotes là, au Québec et au Canada, avec ce mouvement des cadets de l'air-là. Puis par la suite, ben, j'ai acquis un avion là, une dizaine d'années, pas loin, là, à Rivière-du-Loup, avec 4 personnes. On est 4 copropriétaires. Puis de votre côté, comment ça a commencé, la passion de l'aviation? Très différent. Pour commencer, mon conjoint était pilote militaire. Puis des fois, au niveau civil, j'allais voler avec lui, mais j'étais un peu malade en avion. Oh. J'avais un peu de la difficulté. Mon garçon a fait son cours de pilotage avec les cadets, puis par la suite avec le CQFA à Chicoutimi. Puis à un souper, ça a commencé un peu comme une gageure, un dare en anglais, comme on dit. C'est comme, ah, toi, maman, faire un cours de pilotage? Voyons donc. Je dis, les gars, attention. Donc, je me suis acheté un avion, un petit 152. J'ai commencé mon cours de pilotage, tout ça. Fait que là, j'ai fait ma licence privée. J'étais comme, j'aime ça, mais il me faut un challenge un peu plus. Fait que là, j'ai dit, je vais y aller pour le professionnel. Donc, j'ai fait ma licence professionnelle. En quelle année, à peu près? Ben moi, j'ai commencé il y a 12 ans. OK. Fait que j'ai fait ma licence professionnelle pour travailler là-dedans parce que moi, mon conjoint, on avait une compagnie Aviation MH. On a toujours la compagnie Aviation MH. Puis, à ce moment-là, on la développait davantage. Il y avait un appel où il y avait une demande à Rivière-du-Loup pour les cours de pilotage à ce moment-là. On a parti à une école de vol. C'était difficile de trouver des instructeurs. Ouais. Jamais mieux servi que par soi-même. J'ai dit, je vais faire ma licence d'instructeur. Donc, là, d'où là où ça a commencé. Okay. Fait que j'ai fait ma licence d'instructeur, puis instructeur 4, 3, niveau 2 maintenant. On reviendra au niveau, c'est super intéressant. Puis de votre côté, comment ça a commencé? Bien, moi, ça a commencé il y a 3 ans environ. Ah, nouveau! Oui, c'est récent. Même, je dirais, j'avais peur de l'avion. Puis, j'étais impliqué en politique municipale. Donc, aux élections de 2021, j'ai décidé de ne pas solliciter de nouveau mandat. Ça faisait 16 ans que j'étais en politique municipale. J'étais préfet de la MRC de Kamouraska. Puis, on est propriétaire d'une résidence privée pour aînés, ma conjointe et moi également. Puis là, Nancy m'a dit, tu vas faire quoi? Tu vas t'ennuyer. Puis, tout l'été, je voyais passer des publicités d'Aviation MH, qui était l'école de vol d'Édith et de Martin. Puis là, j'ai lancé ça à Nancy comme ça. J'ai dit, je vais faire ma licence de pilote. Donc, j'ai appelé Édith. Je me suis inscrit au cours de pilotage. Puis, combien de temps ça prend faire un cours de pilotage? En fait, là, il y a des minimums. Là, bon, Édith, tu me corrigeras, mais environ 40 heures de pratique, puis autant de théorie, mais en réalité, c'est plus que ça. Puis moi, ben, je devais peut-être aussi surmonter ma peur de l'avion.
Donc, avant de prendre vraiment confiance pour pouvoir partir seul Hey, mais la première solo, journée, là, où est-ce qu'on sait que c'est le premier vol, tout ça, ça devait pas être relax. parce qu'on le sait pas. On fait des On posées. l'annonce jamais Wow! à l'étudiant avant, ouais. justement, pour pas monter le niveau de stress, mais inquiétez-vous pas. Quand je décide d'envoyer un étudiant solo, il est très sécuritaire. S'il y a une panne moteur, c'est exactement quoi faire, il sait quoi réagir. Il faut que je m'assure que l'étudiant soit capable de prendre une décision. Il doit être capable, parce que là, il tombe commandant de l'avion. Donc, il faut qu'il soit responsable. Donc, souvent, un étudiant peut être capable d'atterrir, mais est-ce qu'il est capable de prendre une décision de remettre les gaz si ça ne va pas bien? Est-ce qu'il est capable? C'est surtout ça. Donc, quand on envoie un étudiant solo, si on s'assure qu'il revient souper le soir. Oui, ben oui. Mais C'est un moment marquant dans une vie, là. ben, C'est le vol qu'on se rappelle toute notre vie. Ouais, Le premier solo, c'est le vol de toute notre vie. Puis j'imagine que ça s'était bien passé dans votre cas. Oui, très bien, très bien. Ben, comme dites, on est prêt, là. Les instructeurs nous disent qu'on est prêt. Nous autres, on ne sait pas si on est prêt, mais on y va pareil. On n'a pas le choix. Ils nous font partir. Ouais. Let's go, tu y vas. Puis souvent, ils vont nous arroser quand on sort de là. Ah ouais. Ils nous envoient un seau d'eau. Tu sais, c'est très festif. Après ça, tu te sens... Quand on dit avoir ses ailes, là, Ouais. ben, tu les as pas encore parce que ça prend une licence, là. Mais là, on parle Mais- bien pour la licence, je sais pas c'est quoi le Privé. titre, mais Pilote privé. privé, amateur. Ça donne droit à quoi exactement? Parce que là, c'est complexe. Là. On peut pas avoir des passagers ou... Une on peut pas licence. voler. Pendant le cours, l'étudiant n'a pas le droit d'avoir de passagers. OK. Une fois qu'il a réussi sa licence, il a le droit d'apporter, pour une licence de pilote privé, il a le droit d'emporter le nombre de passagers Et de qu'il piloter veut. quel type d'avion? Une licence privée, il peut piloter l'avion qu'il veut. Puis comment on fait la différence entre un pilote d'avion de ligne commerciale? C'est au niveau de la formation. Une licence commerciale, c'est que ça te permet de travailler dans le domaine. Une licence de pilote privé, tu n'as pas le droit d'avoir un revenu, Ah, de OK. gagner un revenu. C'est pas ton travail, c'est pour le plaisir que tu fais ça. Mais Une licence de pilote professionnel, c'est que tu vas faire carrière là-dedans. OK. Mais théoriquement, est-ce qu'on peut piloter un avion de ligne commerciale, même si on a appris seulement le brevet de... Il y a beaucoup d'autres formations qui s'enlignent Ouais, avec, c'est ça, qui OK. vont avec ça. Mais admettons, un pilote privé, bon, il peut ajouter des annotations à sa licence. Il peut avoir le nuit, licence de nuit, que Yvon va compléter cet automne. Il peut ajouter le multimoteur, une formation de multimoteur. Il peut ajouter la vol de formation, le vol aux instruments OK. à sa formation. Donc, il peut rajouter des choses à sa licence. Il n'est pas limité. OK. Tandis s'il ferait une licence récréationnelle, il aurait le droit seulement à un passager. Il n'aurait pas le droit de voler de nuit avec son avion. Tu sais, c'est beaucoup plus restreint. Mais une licence de pilote privé, tu peux rajouter des choses. Tu peux grossir. Tu peux avoir un PC-12 si tu as les moyens et l'argent de le faire. Ça coûte combien? Hein? Faut-tu qu'on paye notre gaz? Comment ça marche? Ça dépend. Maintenant, c'est probablement autour de 20 000, là, une licence avec toutes les... Oh, OK. Ouais. tout a augmenté. Donc, Ouais. Mais un étudiant qui va faire ça une fois semaine, elle va coûter plus cher. C'est comme n'importe quoi. Plus que tu es bon, plus c'est comme n'importe quel sport. Plus que tu pratiques, plus que tu es bon. Fait que si tu pratiques une fois semaine, tu n'es peut-être pas prêt pour aller aux Olympiques. Ouais. Si tu viens à chaque jour, tu voles 3 fois, 4 fois semaine, bien, ton cerveau se rappelle, tu as moins besoin de pratiquer plus souvent ce que tu apprends durant ton cours. Tu sais, c'est comme, je dis souvent à mes étudiants, c'est pas parce que vous avez votre licence, vous devez arrêter. Allez pratiquer les pannes moteurs, allez pratiquer les décrochages, allez pratiquer, tu sais, faites un vol d'entraînement pour rester à jour parce que ça s'oublie. J'imagine que pour baisser un peu les coûts, il y aurait moyen de peut-être avoir un avion en copropriété ou quelque chose comme ça? Oui, c'est une belle option qui existe depuis toujours. Puis on vole encore, justement, à cause que c'est dispendieux, on vole encore beaucoup avec des vieux avions. Moi, j'ai un avion de 1965. Il y en a beaucoup qui ont des avions de 1950, 47, on voit ça encore beaucoup. Puis un avion des années 1900, mais que vous partagez avec... Oui. Ben, en fait, c'est l'entretien. On a une inspection annuelle à toutes les 100 heures. La mécanique est suivie.
Et on refait le moteur aussi un certain temps, à toutes les 1800 heures, 2000 heures. Donc, c'est des avions qui sont renouvelés, qui sont faits pour durer. Dans le temps, ils faisaient des choses durables, là. On peut pas... tout ce qui est Cessna, Piper, Beechcraft, etc., c'est des bons avions. Et puis, la copropriété, ben on est 4. Dans notre cas, on est 4. Ils vont... vous êtes 4 aussi. Ouais. Puis, c'est un modèle intéressant, financièrement. On partage les coûts, l'inspection annuelle, la location du hangar ou l'achat d'un hangar, les assurances annuelles. On partage aussi de l'expérience, des vols, au niveau de l'entretien aussi, des changements d'huile, des choses comme ça. Ça fait que... Faut faire confiance aux autres personnes quand même, beaucoup. Oui. Faut être... c'est comme être en colocation, là. Mais dans les airs. C'est intense. C'est beaucoup de gestion. Ça fait que c'est un projet en tant que tel. Il faut avoir une bonne équipe de gestion. Il faut avoir des outils de gestion pour partager les frais, là, pour pas qu'il y ait un déséquilibre et tout ça. Normalement, tanker, parce que c'est déjà cher mon char. Combien ça coûte tanker un avion? C'est comme, ça dépend du moteur, ça dépend du type d'avion que tu as, mais c'est sûr, en général, c'est comme avoir un gros pick-up, mettons. Ouais. Mais nous, là, c'est environ 200 de l'heure. Ouais, lorsqu'on va faire un tour d'avion, là. OK. Donc, les frais fixes, là, puis plus le carburant, là. Puis ça comprend l'entretien un peu de l'avion. Oui, c'est sûr qu'on est soumis à quand même... c'est très réglementé, là. Ça prend-tu une condition physique particulière? Faut-tu... Non, pas mettre... Ben, il y a des médicales qui est passé selon l'âge du pilote. Donc, il faut avoir un médical. Si tu n'as pas de médical aviation, tu peux pas être pilote. Si tu perds ton médical, tu peux plus Puis voler. on vérifie en particulier... Le cœur, la pression... Électrocardiogramme, OK. diabète, la vue. OK. Le médecin, il jase, il vérifie si ça suit toujours là-dedans. Il va te jaser de n'importe quoi, mais il fait sa job. OK. C'est vraiment un médecin accrédité par l'aviation civile, là. Donc il n'y en a pas non plus beaucoup, là. On est chanceux ici, on en a un à Saint-Jean-Port-Joli. Mais comme passé 40 ans, c'est aux 2 ans. Donc moi, je viens d'aller passer mon médical. Puis un électro 5 ans, j'étais également dû pour mon électro, mais en même temps, ça nous permet de voir si on est en bonne santé, là. J'étais allé à Old Archer récemment, puis c'était la première fois que je voyais un message sur une banderole en arrière d'un avion. On dirait que je me disais, pourquoi c'est pas plus répandu comme manière de communication? Ça a tellement d'impact, là. Si c'est dans les airs, je vais le lire, là. Ça serait le fun, t'sais. J'aimerais ça, moi, me promener dans un parc, voir le message « Vicky, veux-tu m'épouser? » Je trouverais ça beau. Puis j'aimerais même ça, des mois plus tard, voir comme le même avion au même parc, puis c'est écrit genre « Vicky, j'aimerais ça qu'on divorce. » On dirait que je respecterais le fait d'utiliser le même moyen de communication. Puis même, je triperais de voir le message « Vicky, j'ai fait une terrible erreur. J'aimerais ça te revoir. Je savais pas ce que j'avais. Je regrette tellement ma décision. S'il te plaît, reprends-moi. Je t'en supplie. » Ce message-là, il coûterait quand même assez cher parce que je pense que c'est genre 50$ de la lettre, là. Fait que, tu sais, on dirait que vu que ça coûte de l'argent, ça a comme plus d'impact. Mais j'aimerais ça voir la réponse. Un autre avion d'une autre couleur, pis c'est juste écrit « Vu ». Tu sais, mettons un booty call à 3h du matin, là. Tu regardes par la fenêtre, puis c'est juste écrit « T'es-tu couché? » En lettres phosphorescentes, accrochées en arrière d'un avion. T'es comme « Ah oui, j'accepte, mais tu sais pas il est où, là, tu sais. Faut que tu le textes, là, tu sais. » Après ça, t'es comme « Ah, t'aurais pu juste me texter. » Puis il est comme « Ouais, mais... » Il y avait comme un rabais, c'était 45$ par lettre. Si j'avais de l'argent, j'écrirais quelque chose. J'écrirais aidez-moi, je ne sais pas conduire cet avion. » Non, je rigole, là. Rassure-moi là, et explique-moi un peu comment ça fonctionne, la sécurité avant un vol. C'est quoi les étapes? Qu'est-ce que vous faites exactement? Bien, avant un vol, c'est sûr qu'on va inspecter l'avion pour être sûr que tout est correct. Ce qu'on fait pas avec une voiture en temps normal. Là, ça veut dire quoi, ça, inspecter l'avion? Bien, on fait le tour de l'avion. On fait le tour de toutes les pièces visibles. On regarde s'il n'y a pas d'anomalies. Petit coup de pied sur les roues. C'est un petit peu plus poussé que ça. C'est sûr que dans la petite avion, ça prend à peu près 5, 6, 7 minutes de faire le tour. Okay. On regarde l'huile, on regarde l'hélice, s'il n'y a pas de crack, on regarde la pression des pneus, voir si tout est correct, les ailerons, les gouvernails de profondeur. On fait le tour vraiment complet. On regarde aussi s'il n'y a pas de l'eau dans l'essence. Toutes sortes de petites choses comme ça. Fait qu'il faut vraiment prendre un bon 7 minutes là, minimalement, faire le tour, s'assurer que tout est correct.
Parce qu'une fois rendu en haut, là, C'est plus le temps, hein? s'il arrive de quoi, puis finalement, c'était juste la négligence. Ouais. Des fois, c'est d'enlever un morceau. On a un petit bras pour tirer l'avion, là, sur le bout de la roue d'en avant. Il y en a qui vont partir puis qui vont oublier ça, là. Oh, Tu sais, ça fait que toutes Ouais. sortes de situations bien niaiseuses, mais souvent, je pense que les incidents, les accidents, c'est des choses assez... Puis même chose avec les instruments de vol. Vous gardez... Oui, même chose. En fait, avant de décoller, moi, ça m'est déjà arrivé que j'ai appelé Edith avec mon cellulaire parce que il y avait un petit piton, là, je commençais, ça faisait pas longtemps que j'ai recommencé à voler. Il y avait un petit piton que j'avais pas levé, puis whoop, j'avais plus de batterie quand je suis arrivé pour atterrir. Donc, j'ai appelé Edith. En vol. Oui, en vol avec mon cellulaire, parce que j'avais plus de radio pour atterrir. Donc, Edith a averti, là. Tu sais, c'est des petites niaiseries, des fois. On a des checklists, mais même au-delà des checklists, des listes qu'on a de vérification, il y a des choses qui peuvent nous échapper. J'aimerais qu'on parle un peu de la fameuse tour de contrôle, ou en tout cas le contact au sol. Moi, je connais pas ça du tout, là. Comment ça fonctionne exactement? Est-ce qu'il y a un contact continuel entre... Ça dépend. Il y a des types d'aéroports qui n'en ont pas de tour de contrôle. Donc, les pilotes, on se contrôle nous autres mêmes. OK. Avec des communications radio. Tel point, on fait une communication radio avant de décoller. On va s'annoncer qu'on décolle. Sur une montée initiale, on va s'annoncer avec nos intentions. Est-ce qu'on reste dans les circuits pour faire des posées décoller ou on part pour un vol voyage, on monte telle altitude, direction sud-ouest. Donc, on va se parler. On a nos fréquences radio, tel point, tel rayon, telle fréquence radio. Quand tu quittes le rayon, tu transfères de fréquence radio pour une fréquence en route. Mais là, si tu arrives dans le coin de Québec, là, c'est contrôlé. Pour rentrer, on peut contourner la zone si on ne veut pas leur parler. Mais si on veut couper dans leur zone, il faut une autorisation, un code transpondeur qu'on rentre pour qu'ils nous voient sur leur radar. OK. Puis, il faut leur permission rentrer dedans quand il y a du contrôle. Mais autrement que ça, donc, ce que vous dites, c'est que vous vous annoncez, vous allez rentrer dans la zone. Un autre avion qui va à peine rentrer dans la zone, théoriquement, lui, il ne sait pas que vous êtes là. Comment est-ce qu'on repère un avion? Bon, on a des fréquences, là, comme à Rivière-du-Loup, on est non contrôlé, comme Edith l'expliquait. Donc, on est sur la fréquence de Rivière-du-Loup à l'intérieur d'un certain périmètre. Donc, on se parle entre nous. Puis souvent, notre radio nous permet également de scanner ce qu'on appelle la fréquence en route. Donc, on voit les gens qui arrivent aussi, là, on les entend parce qu'on s'annonce quand même régulièrement. Donc, on a un peu une idée là, du trafic qui se passe. Lorsqu'on vient, comme ici à Rimouski, moi je viens de temps à autre, on parle à Montgély Radio à ce moment-là. Donc, c'est l'équipe de Montgély qui nous répond. Puis c'est à eux, en fait, c'est à eux qu'on donne nos intentions. C'est pas tout à fait pareil comme Rivière-du-Loup. Là, il y a un certain contrôle. C'est pas comme Québec. Là, parce qu'à Québec, vraiment, là, ils nous prennent en main puis ils nous emmènent, là, si on va atterrir à Québec, ils nous emmènent jusqu'à la piste, au seuil de piste. Mais à Montgély, on va quand même annoncer nos intentions. On va dire qu'on... Ce qui comprend aussi l'altitude, la hauteur où est-ce que vous êtes et votre intention de direction. Ouais. OK. À Québec, ils vont vraiment nous donner notre altitude. Ici, à Rimouski, si on vient à Rimouski, on parle à Montgély Radio. Là, on va annoncer nos intentions, mais c'est pas eux qui vont nous dire quoi faire. Là. Selon la direction de notre vol, on a des paliers d'altitude qu'on prend pour pas se foncer dedans. Okay. S'ils s'en vont à l'est, on va prendre un chiffre impair plus 500, donc 3005, 5005, 7500 pieds. Si on va à l'ouest, on va prendre un chiffre pair plus 500, donc 4500, 6500, Ce qui fait que dans le fond... Donc, on a tout le temps 1000 pieds. Théoriquement, vous avez du buffer, entre guillemets. Là, oui, vous avez... oui. Okay, puis en bas de 3000 pieds AGL, c'est souvent les vols locaux. Eux autres, ils montent pas haut. Donc, c'est là qu'il faut être plus vigilant parce qu'eux autres, ils peuvent aller à 2000, 2500, dépendamment où ils sont. Est-ce que ça vous est arrivé de quand même de rencontrer proche un avion puis d'avoir quand même un peu peur? Ou, une fois avec effectivement, il y a un avion qui est apparu en dessous de nous. Ouais, c'est jamais annoncé. Jamais. Donc, on a eu, c'était une descente pour Montmagny. Pour Montmagny. On allait à Montmagny, j'ai dit à Edith, il y a un avion qui vient de passer en dessous de nous. Puis là, Edith l'a vu également. Là, puis on lui a parlé, puis le monsieur
C'est jamais annoncé, puis il a passé Jamais peut-être annoncé, 100 pieds. ça a pris, il était très proche. Ouais, Et c'est pas comme criminel, ça. Je sais pas, mais... Ben, aux États-Unis, il y a ils appellent ça ADSB in and out. Au Canada aussi, pour certaines zones, là, c'est un instrument, c'est un transpondeur, comme disait Yvon tantôt, qui émet, puis qui donne notre position et notre attitude, tout ça. Là. Ouais. Et ça va, éventuellement, au Canada, ça va devenir Aux États-Unis, potentiellement maintenant, obligatoire. c'est obligatoire dans des classes B. C'est ça. Mais c'est ça. Au Canada, éventuellement... Un bidule technologique là, qui, en temps réel, indique aux autres appareils... Éventuellement, on va aller vers ça. C'est pas encore Mais il là, faut que les avions soient équipés avec, admettons, ForeFlight, puis Le récepteur. le récepteur Ouais, USB OK, pour le parce que voir aussi. C'est ça, il faut qu'ils le savent. C'est pour ça qu'il faut tout le temps, en route, là, puis surtout dans des zones On plus donne achalandées, donne des rapports de position. il faut tout le temps donner notre position, puis être à l'écoute. Moi, quand j'ai des passagers, je leur dis, si vous entendez de quoi à la radio, là, vous arrêtez de parler. Là. Parce que là, moi, il faut que je comprenne c'est où que les autres avions sont. OK. Puis, même chose pour moi, il faut que je m'annonce tout le temps. Je ne dis pas qu'on est tout le temps dans la radio en train de parler, mais Est-ce que vous faites des vols, justement, jusqu'aux États-Unis et même plus loin, ou ça vous arrive? Ben, moi, je me rends souvent aux Bahamas, puis Oui. pour le travail, du spectacle aérien, parce que mon conjoint, on fait du spectacle aérien. OK. Là, ça doit être quand même particulier, ça doit Oui, il y a être une différent. procédure. Il faut qu'on rentre, ça s'appelle le système américain, c'est un e-EPIS. Donc, on rentre dans leur système, on annonce notre heure d'arrivée et le point qu'on va traverser la frontière. On réserve nos douanes, on appelle pour leur dire, OK, à telle heure, on va atterrir. Il faut rentrer dans un port d'entrée. Comme nous autres, on utilise souvent soit Plattsburgh, Albany, c'est une bonne distance pour faire. Donc, une fois qu'on est rentré dans le pays, on est éclairé, on peut voyager. Mais pour quitter le pays, il faut qu'on annonce qu'on quitte le pays aussi. Donc, on rentre dans le système, on s'annonce dans le système l'aéroport lequel qu'on va quitter et l'heure qu'on va quitter et le point qu'on va... on va quitter la frontière du pays aussi. Donc, c'est vraiment... les Américains sont très... Puis, si c'est pas respecté, les amendes sont très salées. Oui, ça doit. Oui. J'imagine qu'ils font plus de blagues avec ça, eux autres. Là, votre conjoint fait des spectacles aériens, c'est ça? Mm-hmm. C'est quel type d'avion? Puis, est-ce que vous n'avez pas peur à chaque maudite fois qu'il prend un avion? OK. L'avion qui vole, bien, mon conjoint de carrière, c'est un pilote d'F-18. Donc, présentement, l'avion qui vole, c'est un Yak-55M. C'est un avion russe. Qui est très solide, très... il peut demander n'importe quoi à l'avion, puis il va y faire. Ça peut aller jusqu'à plus 11 G, puis moins 6 G, si je me rappelle bien. Puis vous n'avez pas peur parce qu'il maîtrise complètement son avion et... Il connaît son avion, il connaît ce qu'il fait. OK. Je veux dire, c'est avec la pratique, il pratique aussi. OK. C'est sûr que... Y a-t-il un danger? Probablement. Si le moteur il arrête à bas niveau, tu n'as pas grandes options. Il y a un parachute. À bas niveau, est-ce qu'il va avoir le temps d'ouvrir? Je ne le sais pas. Mais tu ne penses pas à ça. Quand tu fais ça, tu es tellement dans l'adrénaline, dans l'événement. C'est ça qui te fait... Est-ce que toutes les figures sont permises? Oui. On a vu certains accidents où est-ce que l'avion... tu sais, le spectacle, c'était entre autres que l'avion se tienne debout comme ça, à assez basse distance du sol. Puis on a vu des accidents. Là. Est-ce que c'est... Il y a différents niveaux. Pour commencer à faire du spectacle aérien, l'entrée est très difficile maintenant. Justement, c'est souvent des pilotes militaires. Puis il y a des niveaux. Tu commences à 800 pieds, après ça, tu descends à 500 pieds. Après ça, tu es au niveau au sol. Mon conjoint il est au niveau au sol maintenant. Mais ils se gardent tout le temps une marge de manœuvre là, de sécurité pour... ils ne sont pas si malades dans la tête que ça. Oui, mais tu dis ça, mais c'est quoi la figure la plus spectaculaire qui ou peut-être même dangereuse à la limite? Mais ça dépend de la personne qui va le regarder. OK. C'est ça. Tu sais, mon conjoint, il va faire une figure que lui, dans son cockpit, il trouve ça super. Moi, au sol, je vais dire « Ah, je l'aime pas. » Il est comme « Ah, tu miailles. » Ah, oui. Refais-moi un autre, celle-là, je l'aime pas. Mais tu sais, la routine est créée, son show, il est créé, puis il faut que ça soit envoyé. Tu peux pas arriver à un spectacle aérien et dire « Hey, là, je fais quelque chose de nouveau. » Non, tu fais pas ça. OK. Tu fais ta routine que tu as créée, que tu as faite,
Puis, c'est pas le temps d'improviser devant une foule où ce que tu as de la pression, de l'adrénaline. Oui. On garde ça quand même sécuritaire, là. C'est parti. Tout est basé sur la sécurité. J'ai une nouvelle vocation. Je m'en vais pilote de spectacle. De toute façon, j'adore le spectacle. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. C'est super intéressant. Ça fait plaisir. Merci. Avec Andy, on prend de l'altitude, toujours avec ses paroles extraordinaires. Ah oui. Sauf que cette fois-ci, ce ne sont pas tes paroles. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de l'intelligence artificielle que j'ai voulu tester. Et là, je suis allée dans une direction un peu extrême parce que l'intelligence artificielle ne connaît pas beaucoup le québécois. Oh. Ne connaît pas beaucoup les références québécoises. Alors, c'est parfait pour mon expérimentation. Je lui ai dit de prendre l'aviation. L'histoire d'un agriculteur qui aurait toujours voulu être, en fait, un pilote, en se basant sur une chanson d'un businessman qui aurait toujours voulu être un artiste. Oh, oui. Et sans nommer aucune chanson pour des fins de copyright, on va appeler ça le blues du piloteman. Okay. Et vous allez sûrement reconnaître un peu... En fait, non, si vous reconnaissez une chanson dans cette interprétation, c'est purement fortuit et seulement coïncidentiel. Et ça serait au pire un hommage. Un hommage. Un grand hommage. Un grand hommage à une chanson qui pourrait jouer dans une pièce qui s'appelle genre Étoile Mania, mettons. Par exemple. Disons. Alors, voici ce que ça a donné. J'aurais voulu être pilote pour voler dans les cieux, libre comme un oiseau. Loin des champs et des labours, des moissons et des troupeaux, j'aurais voulu voir le monde d'en haut. À date, c'est pas si pire, mais il a fallu que je charcute un petit peu. Sentir le vent, frôler les nuages, oublier la terre, la boue, le sillage. Là, ça a commencé à... et c'est là que tout sort. J'aurais voulu être un pilote. Tu sais, il faut que je change un peu les paroles ou la mélodie, juste pour pas que ce soit exactement pareil. Pour enfin quitter mes bottes, m'envoler loin des soucis de la ferme du troupeau. Ouais, c'est ça. Oh, voir les horizons infinis, planer sans attache sous le ciel gris. Moi, je veux voler tout là-haut, loin des sillons, des engrais, des troupeaux. Oui, c'est ça, il fait que je change un peu. Dans l'immensité des étoiles, plus de clôture, plus de ferme banale. Je veux ressentir la liberté. Dans les airs, plus besoin de récolter. Ça, c'est vraiment de la grande poésie. Là. Dans les airs, on récolte plus. Toi, si tu te ramasses sur Mars, il faut que tu fasses pousser des patates. En tout cas, c'est une autre histoire. OK, la prochaine parole, c'est le pinacle. Oh, 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 oh. Et la grande fin. Le blues de l'agriculteur. On salue tous les agriculteurs et on s'excuse aux grandes légendes du Québec qui ont su mener la chanson bien haut. Oui, bonne chance. On s'excuse aussi aux pilotes, en fait. Là. On s'excuse à tout le monde. C'est un crash d'avion monumental.